Que tout ce qu'on aimait, il fallait le dire à haute voix. Il fallait le faire. Elle disait souvent que ce qui reste d'un être, ce n'est pas la puissance, mais la trace qu'il laisse dans nos silences. Et aujourd'hui, à 76 ans, Fanny Ardant accepte enfin d'admettre une vérité qu'elle a longtemps tenue éloignée d'elle-même, une part essentielle de son courage, de sa manière d'aimer et même de sa façon de se tenir face au monde. Elle la doit encore à François Mitterrand. Ce n'est pas une confession faite pour provoquer, ce n'est pas non plus un retour nostalgique, c'est une parole qui arrive tard. Dans une vie déjà si chargée d'éclats, de blessures, de triomphes, de déceptions discrètes, une parole qu'elle dit en pesant chaque mot, comme si le passé n'était plus seulement une mémoire, mais un territoire qu'elle devait enfin éclairer. Car Fanny Ardant a toujours été cela, une voix retenue, un mystère assumé, un refus du bavardage. Je n'aime pas expliquer ce que je ressens, confiait-elle autrefois les choses profondes. Je les garde pendant des décennies. Elle a protégé son intimité, comme on protège une scène qui n'appartient qu'à soi. Pourtant, derrière cette réserve, on devinait une fidélité indestructible, celle aux êtres qui avaient façonné ces métamorphoses secrètes, et parmi eux, il y avait lui, François Mitterrand, l'homme d'État, bien sûr, mais aussi le lecteur insatiable, le promeneur solitaire, le confident inattendu, un homme que Fanny ne décrivit jamais comme un maître, ni comme un ami, plutôt comme une présence déterminante, une sorte de phare intérieur dont la lumière se mariait étrangement avec ses propres zones d'ombre. Pourquoi brise-t-elle le silence aujourd'hui? Elle-même semble hésiter avant d'y répondre. Elle dit simplement « parce que je n'ai plus peur d'être mal comprise ». Une phrase simple, mais qui révèle des années de retenue. Des années à laisser les autres écrire à sa place les histoires qu'elle n'a jamais racontées. Pour elle, parler de Mitterrand, c'est ouvrir une porte que l'on croyait fermée. C'est accepter que certains chapitres ne s'achèvent pas vraiment, qu'ils continuent de résonner, même lorsque les protagonistes ont quitté la scène du monde. C'est reconnaître qu'une rencontre peut transformer une existence tout entière, sans bruit, sans scandale, sans nécessité d'explication. Alors, que s'est-il réellement joué entre une actrice en pleine ascension et un président de la République dont la solitude était devenue légendaire? Qu'est-ce qui a poussé Fanny Ardant, après tant d'années, à dire « oui, je lui dois encore quelque chose » et surtout, quelle vérité s'apprête-t-elle à révéler, maintenant que le temps lui-même semble l'autoriser à parler? Elle raconte que rien, absolument rien, ne l'a préparée à cette rencontre. À cette époque, Fanny Ardant n'était pas encore la figure majestueuse que le public associe aujourd'hui à son nom. Elle avançait vite, portée par une énergie fébrile, multipliant les rôles, les répétitions, les plateaux. Sa vie se déroulait comme une course, précise mais imprévisible. Et puis, un soir, une invitation, un dîner où elle pensait croiser des journalistes, quelques écrivains, peut-être un réalisateur. Elle ne s'attendait pas à le voir entrer. François Mitterrand, déjà auréolé d'une autorité tranquille, n'était pas un homme qui passait inaperçu. On disait qu'il observait avant de parler, qu'il connaissait les failles des autres mieux qu'eux-mêmes. Lorsqu'il s'approcha d'elle, il ne lui parla ni de politique, ni de cinéma. « Vous lisez Proust, n'est-ce pas ?» demanda-t-il simplement. Elle en fut déstabilisée. Peu de gens, dans ces soirées mondaines, s'intéressaient à ce qu'elle lisait, encore moins à ce qui la bouleversait. La conversation dura 20 minutes, ou peut-être 1 heure. Fanny Ardant n'a jamais vraiment su. Ils évoquèrent les paysages de l'enfance, la musique qui console. L'idée de courage, ce n'était pas une séduction, ce n'était pas non plus une admiration. C'était une reconnaissance silencieuse, presque primitive, celle de 2 êtres qui ne cherchent pas à plaire, mais à comprendre. Elle ajoute aujourd'hui « Je n'ai pas rencontré le président, j'ai rencontré un homme qui aimait les mots, car ce qui les rapprocha d'abord, ce fut le rythme de leurs phrases, la lenteur réfléchie de leurs réponses, la façon dont chacun respectait le temps de l'autre. Il n'y avait pas de tension, pas de flatterie, juste cette évidence, ils pouvaient parler longtemps sans s'épuiser. Après ce dîner, elle ne pensa pas que leurs chemins se croiseraient à nouveau. Mais quelques semaines plus tard, une lettre, une écriture reconnaissable, penchée, presque ancienne. Il la remerciait pour une conversation qui avait interrompu le vacarme du monde, et il lui proposait de le revoir. Non pas à l'Élysée, mais dans une petite bibliothèque discrète où il aimait se réfugier. Elle y alla. Par curiosité, dit-elle. Par intuition, corrigeant ceux qui l'ont connu, dans cette pièce un peu étroite, entourée d'ouvrages annotés, Mitterrand lui parla différemment, comme si la politique n'existait plus. Il évoqua Montaigne, la fragilité humaine, la solitude du pouvoir. Fanny l'écoutait, attentive, sans chercher à impressionner. Il lui demanda ce qu'elle désirait réellement dans la vie. Elle répondit « Jouer sans me trahir ». Il hocha la tête, lentement. C'est aussi la seule manière de gouverner. Ces échanges, à la fois simples et d'une intensité troublante, devinrent réguliers. Jamais programmés, jamais commentés. Il lui téléphonait rarement, préférant les lettres brèves, presque cryptées. Elle, de son côté, ne parlait à personne de ses rencontres. Pas par peur du scandale,
mais pour préserver ce qui n'avait pas besoin d'être expliqué. Un jour, il lui confia « Vous avez une façon de regarder les choses qui ne cherche pas la victoire. C'est rare. » Elle railla gentiment cette phrase, mais elle comprit plus tard qu'il voyait en elle une liberté qu'il s'était interdite depuis longtemps. Et elle, que voyait-elle en lui? Un homme qui refusait les banalités, qui disséquait les émotions à la manière d'un lecteur exigeant, qui ne cherchait jamais à dominer une conversation. Il lui parlait comme à une égale, sans masque, sans précipitation. Peu à peu, une complicité se dessina, non spectaculaire, non romanesque, une complicité où les silences comptaient autant que les mots. Fanny Ardant se surprit à attendre ces heures suspendues, ces parenthèses où elle n'était plus une actrice observée, mais une femme écoutée. Il lui parla de son goût pour les lieux modestes, des promenades nocturnes, du poids des attentes. Elle lui confia ses doutes d'artiste, ce sentiment permanent de ne jamais être assez juste. Il répondit « L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la fièvre intérieure. » Ils venaient de mondes différents. Et pourtant, quelque chose les alignait, une mélancolie partagée. Un refus de la superficialité, une sensibilité souvent tenue en retrait. Rien, dans ces rencontres, n'annonçait une proximité durable. Et pourtant, elle était là, discrète, patiente, indispensable, car ce fut là, dans cette bibliothèque discrète et ces conversations presque clandestines, que la véritable histoire commença. Non pas une histoire d'apparence, mais une histoire de formation. Une histoire où un président vieillissant et une actrice en devenir apprirent à se reconnaître dans le regard de l'autre, sans promesse, sans besoin d'explication. Lorsque leurs chemins continuèrent à se croiser, la France elle-même entrait dans une période singulière. Au début des années 80, François Mitterrand, arrivé au pouvoir après une longue traversée politique, incarnait le renouveau, la rupture, l'audace maîtrisée. Son image dominait les journaux, ses discours rythmaient le pays, ses décisions redessinaient les équilibres sociaux. Il était au sommet, observé, commenté, parfois redouté, mais toujours écouté. Et pendant ce temps, Fanny Ardant grimpait les marches de sa propre ascension. Son nom commença à s'imposer avec une évidence presque fulgurante. En 1941, le public la découvrait dans La femme d'à côté, face à Gérard Depardieu. Sous la direction d'un François Truffaut, bouleversé par l'intensité de la jeune actrice, ce film, Mitterrand l'avait vu tard le soir. Dans une salle privée, il lui écrivit quelques lignes. Vous jouez comme on vit, sans cuirasse, avec une fièvre qui ne trompe pas. Ces mots, elle les conserva. À cette époque, tout semblait converger. Mitterrand, président en exercice, consolidait son autorité et dessinait déjà la perspective d'un second mandat. Fanny Ardant, elle, enchaînait les rôles avec une régularité impressionnante. Vivement dimanche, L'été meurtrier, des pièces de théâtre qui se jouaient à guichet fermé, des interviews où l'on soulignait sa voix grave, sa stature. Sa manière de ne jamais dire plus que nécessaire. Ils ne vivaient pas dans le même monde, mais leurs succès respectifs les plaçaient tous deux au cœur d'une effervescence nationale. Pourtant, ce n'est pas la gloire qui les rapprochait. C'était presque l'inverse. Plus leur vie se remplissait de bruit, plus ils cherchaient, chacun à leur manière, un lieu intérieur où se tenir à l'écart. Fanny Ardant traversait alors une période d'exposition médiatique intense. On commentait sa beauté, sa façon de marcher, ses choix de rôle, ses amitiés artistiques. Elle semblait rayonner, mais elle savait que cette lumière n'était qu'une surface. Elle se sentait souvent en décalage avec l'image qu'on projetait d'elle. Mitterrand, Louis, connaissait de longue date ce paradoxe. Être adoré sans être compris, être observé sans être réellement vu. Il lui disait « La gloire est un manteau qui protège et qui étouffe à la fois. Vous apprendrez à l'enlever quand il devient trop lourd. » Dans les années de pleine puissance politique, l'Élysée était un monde clos. Avec ses protocoles, ses tensions internes, ses fidélités muettes, Mitterrand menait des réunions, affrontait des crises, gérait des conflits internationaux. Et au milieu de ce tumulte, il trouvait encore le temps de lui écrire, parfois 2 phrases seulement. « Les tempêtes passent, les êtres profonds, eux, ne bougent pas. » Elle lisait, remerciait en silence et reprenait les répétitions. De son côté, elle vivait les exigences physiques du cinéma, tournage long. Performances émotionnelles soutenues, regards extérieurs intrusifs. Elle avançait toutefois avec une détermination presque farouche. Truffaut, avant sa mort en 1944, disait d'elle « Fanny ne joue jamais, elle ressent. » Cette reconnaissance l'éleva, mais la fragilisa aussi. Car ressentir intensément, c'est aussi s'exposer davantage. On aurait pu imaginer qu'à cette période, leurs échanges se raréfieraient. Il n'en fut rien. Les années fastes furent paradoxalement celles où ils se parlèrent le plus. Non pas en public, jamais. Toujours dans cette zone discrète où ils existaient loin du regard des autres. Elle lui racontait les doutes derrière les récompenses, les peurs qui accompagnent les applaudissements. Cette responsabilité étrange que l'on sent lorsqu'on devient une figure attendue.
Il lui répondait avec une douce sévérité. Il faut accepter d'être un lieu où les autres projettent leurs espoirs, mais ne jamais laisser ces projections remplacer votre propre voix. À mesure que la notoriété la portait vers les sommets, Fanny Ardant comprit mieux la solitude silencieuse des figures publiques. Elle comprit aussi ce qui, chez Mitterrand, la fascinait tant. Cette capacité à tenir debout dans la tempête sans jamais perdre son regard intérieur. Il avait une force qui ne cherchait pas à s'imposer, dit-elle aujourd'hui. Une force tranquille, presque littéraire. Les années de gloire firent d'eux deux symboles de leur époque, Louis pour son pouvoir, elle pour sa présence, mais au-delà de l'histoire, de la politique, des films et des récompenses. Il y avait autre chose, un espace de conversation qui leur permettait d'être pleinement eux-mêmes. C'est dans cette période, au cœur même de leurs triomphes respectifs, que les premières ombres commencèrent doucement à glisser, des malentendus à peine perceptibles, des absences plus longues, des silences moins limpides. Mais cela appartient déjà à une autre partie de leur histoire. Mais alors, à quel moment les choses ont-elles commencé à se déplacer, presque imperceptiblement? Dans leurs vies respectives, tout semblait continuer avec la même intensité. Lui avançait dans son second mandat, de plus en plus secret, de plus en plus entouré de fidélités anciennes. Elle poursuivait sa trajectoire d'actrice majeure, sollicitée, célébrée, parfois redoutée pour sa liberté. Et pourtant, quelque chose s'était mis à grincer doucement. Pas un conflit, pas un désaccord violent. Non, plutôt une nuance, une ombre fine, presque poétique, qui s'étire au fil du temps, sans que l'on sache exactement d'où elle vient. Ce soir-là, par exemple, Fanny Ardant venait de terminer une répétition difficile. Elle reçut une lettre, courte, plus brève que les autres. Mitterrand y écrivait seulement « Nous ne devrions jamais laisser les obligations effacer les êtres ». Elle relut la phrase plusieurs fois, sans comprendre si elle était une invitation ou un reproche. On dit que cette ambiguïté la troubla plus qu'elle ne voulut l'admettre, car le président vivait alors dans une tension croissante, santé fragile, pression politique, révélation imminente autour de sa vie privée. Il devenait plus silencieux encore, presque inaccessible certains jours. Et c'est précisément dans ces moments qu'elle commença à sentir une distance nouvelle. Non pas l'éloignement volontaire, mais un éloignement imposé par les circonstances, les responsabilités, les murs épais de l'Élysée qui se refermaient autour de lui. Elle, de son côté, entrait dans une période de vulnérabilité artistique après tant d'années de succès. Elle ressentait la nécessité de se réinventer, de refuser les rôles trop prévisibles. Cette quête intérieure la rendait plus nerveuse, plus perméable au silence de l'autre. Elle se surprit à guetter ses lettres, à chercher dans ses mots une chaleur qu'elle trouvait moins souvent. « Je ne demandais rien », dira-t-elle plus tard. « Mais j'avais besoin d'une clarté qu'il ne pouvait plus offrir. » Mais alors, pourquoi ne se sont-ils pas parlé franchement? Parce que ce n'était pas leur manière. Ils n'étaient pas un couple. Ils n'étaient pas des amants dans le sens banal du terme. Ils étaient deux êtres qui se retrouvaient dans une zone indéfinissable, un espace de pensée et d'intuition. Et cet espace, justement, devint plus fragile. Il y eut aussi ces rumeurs, ces articles insinuant des relations qu'elle n'avait jamais évoquées publiquement. Elle n'en parlait pas, mais Mitterrand lisait tout. Il savait la cruauté des mots imprimés, il savait qu'il pouvait blesser ceux qui n'avaient rien demandé. On raconte qu'il devint plus distant encore pour la protéger. Mais cette intention, si intention il y avait, ne lui fut jamais explicitée. Ce soir-là encore, un autre signe. Il s'était retrouvé dans une maison discrète, un de ces lieux où il pouvait parler sans protocole. Elle lui confia une fatigue profonde, un épuisement qu'elle ne parvenait plus à masquer. Il l'écouta longtemps, puis dit « Le monde attend trop de vous, vous devriez ménager vos forces ». Elle répondit « Et vous, qui ménage vos forces ?» Il sourit sans répondre, et c'est ce silence, pas les mots, qui marqua le début de leur éloignement. Pourtant, ce n'était pas une rupture, aucun geste sec, aucune porte claquée, juste cette sensation étrange que leur trajectoire, si proche pendant un temps, commençait à se croiser moins souvent. Les lettres devenaient plus espacées, les rencontres plus brèves, les conversations moins limpides. La maladie qui commençait à peser sur Mitterrand accentua encore ce glissement. Son entourage resserra les accès, réduisant au minimum les contacts extérieurs. Il continuait de penser à elle, de suivre sa carrière. Mais il lui écrivait de façon plus allusive, parfois simplement une phrase, un fragment. Le courage est une forme de fidélité. Elle lisait, mais ne savait plus si ces mots lui étaient destinés comme avant, ou s'ils étaient une manière de dire adieu sans le dire. Et puis il y eut cet événement, anodine en apparence. Un jour, elle se rendit à cette petite bibliothèque où il s'était tant parlé. La pièce était ouverte, mais il n'y était pas. Aucun message, aucune explication. Elle resta quelques minutes debout.
immobile. Puis elle s'assit à la table où il avait l'habitude de poser ses livres. Ce fut la première fois qu'elle comprit que quelque chose se terminait. Non pas une histoire, mais une époque. Les fissures n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient humaines. Elles naissaient des contraintes, de la fatigue, du poids des responsabilités, de la vie qui change, qui s'éloigne, qui reprend ses droits. Et pourtant, malgré ces distances, une fidélité étrange demeurait, une fidélité silencieuse, presque têtue. Ce lien-là, même fragilisé, n'avait pas disparu. Il attendait seulement son heure. Mais cette heure serait douloureuse. La crise n'eut jamais la violence des disputes fracassantes ou des confessions arrachées. Non, elle arriva comme arrivent les grandes douleurs chez les êtres fiers, dans un silence presque pur, un silence qui pèse plus lourd que n'importe quelle parole. Ce fut d'abord une absence prolongée, inhabituelle, qui ne disait pas son nom. Fanny Ardant reçut moins de lettres, puis plus aucune pendant plusieurs semaines. Elle tenta de ne pas s'inquiéter, se répétant que le président traversait une période politique compliquée. Pourtant, quelque chose, au fond d'elle, résistait à cette explication. Elle savait que ces silences, autrefois choisis, n'avaient jamais été aussi opaques. Puis un matin, elle apprit ce que beaucoup pressentaient déjà. La maladie de François Mitterrand s'aggravait. Ce n'était plus une rumeur, ni un murmure du pouvoir. C'était un fait qui bouleversait l'équilibre fragile dans lequel ils avaient appris à se reconnaître. Il n'était plus disponible, il n'était plus accessible, il n'était plus dans ce monde intermédiaire où il pouvait être simplement deux êtres qui se parlent. À partir de là, tout changea, les portes se refermèrent un peu plus. Les proches conseillers du président, inquiètes, contrôlaient tous ses contacts. Les visites se réduisirent à l'essentiel. Les lettres, si elles existaient encore, ne sortaient plus de l'Élysée. Et elle, malgré sa discrétion naturelle, comprit que son nom faisait désormais partie des choses que l'on voulait protéger ou dissimuler. Il y eut ensuite une décision personnelle, plus intime, plus douloureuse encore. Elle choisit de ne plus insister, de ne plus chercher à entrer dans un espace où elle risquait d'être perçue comme une présence de trop. « Je ne voulais pas être un fardeau », dira-t-elle beaucoup plus tard. C'était une rupture sans scène, sans mots, une rupture par nécessité. Ce soir-là, elle sortit seule d'un théâtre où elle venait de terminer une répétition. Elle marcha longtemps. Elle ne pleura pas. Fanny Ardant n'est pas de celles qui s'effondrent dans la rue, mais elle sentit quelque chose se briser doucement en elle, une fracture silencieuse, parfaitement alignée avec la fragilité qu'elle avait toujours tenté de dissimuler. Il aurait pu l'appeler, il aurait pu demander à la revoir, il aurait pu lui écrire une dernière lettre, mais il ne le fit pas. Non par indifférence, mais parce que la maladie resserrait déjà son monde comme une spirale. Les jours du président étaient rythmés par les soins, les briefings réduits, la fatigue permanente. Il ne se dérobait pas, il s'éteignait par fragments. Et puis survint la révélation publique qui acheva de sceller leur éloignement. L'existence de sa fille, Mazarine Pinjot, fut dévoilée par la presse, une onde de choc, une tempête médiatique d'une violence rare, qui transforma définitivement la vie du président. Fanny, qui n'avait rien demandé, se retrouva soudain projetée dans un espace où les regards devenaient intrusifs, soupçonneux, parfois malveillants. Elle comprit qu'elle ne pourrait plus jamais se tenir à ses côtés, même dans l'ombre. Cette fois-là, ce ne sont pas les mots qui manquèrent, c'est l'espace pour les prononcer. Il y eut bien une dernière tentative, discrète, d'une élégance presque douloureuse. Elle lui fit parvenir un message, non pas une lettre, mais un simple feuillet, très court. Elle y écrivait « Je souhaite que vos silences vous apaisent ». On ne sait pas s'il le reçut, on ne sait pas s'il put le lire. On sait seulement que personne ne lui répondit. La rupture, dès lors, devint irréversible. Pas une rupture sentimentale. Ils n'avaient jamais nommé leur lien ainsi, mais une rupture humaine. L'impossibilité soudaine de poursuivre cette conversation parallèle qui avait accompagné des années entières de leur vie, c'était la fin d'un chapitre qui n'avait jamais été public, et qui ne le deviendrait jamais vraiment. Dans cette période, Fanny Ardant jouait beaucoup, presque trop, comme si l'accumulation des rôles lui permettait de rester en mouvement, de ne pas laisser la douleur s'installer. Les critiques saluaient sa maîtrise, son intensité, son mystère. Personne ne voyait la fatigue qui se glissait dans son regard, ni la manière dont elle serrait parfois les mains pour contenir une émotion qu'elle refusait de nommer. La crise n'eut donc rien de spectaculaire. Elle fut faite de renoncements, de gestes sans péché, de mots suspendus, de deux vies qui s'éloignaient parce qu'il n'y avait plus d'autre choix. Pourtant, dans ce chaos de silence, quelque chose demeura, une fidélité têtue, inavouée, indestructible, un fil très fin, presque invisible, mais si solide qu'il survivrait même à l'absence, même à la mort. Ce fil-là, elle ne le couperait jamais. Et lui non plus. Mais cela appartient déjà à l'après-tempête. Après la rupture silencieuse, il fallut apprendre à vivre autrement.
Ni l'un ni l'autre n'avait cherché cette séparation, mais elle s'était imposée avec la force tranquille des grandes nécessités. Et une fois la tempête passée, il restait une question simple, presque brutale. Que fait-on d'un lien qui continue d'exister, alors même que rien ne permet plus de le nourrir? Pour Fanny Ardant, la réponse se dessina d'abord dans le travail. Elle plongea dans les rôles comme on replonge dans la mer glacée pour se prouver qu'on respire encore. Elle reprit le théâtre, choisit des personnages plus sombres, plus exigeants, plus intérieurement habités. Certains critiques s'interrogèrent sur cette intensité nouvelle. Ils parlaient d'une gravité magnifique, d'une mélancolie souveraine. Personne ne savait que cette intensité portait en elle la trace d'une absence. Elle expliqua beaucoup plus tard: quand la vie devient silencieuse, le travail devient un refuge. On y met ce qu'on ne peut plus dire ailleurs. Cette phrase, d'une sincérité rare chez elle. Dites toutes, de son côté, Mitterrand vivait ces dernières années avec une lucidité redoutable. Il savait que le temps lui était compté, il savait aussi que ses forces diminuaient lentement, inéluctablement. Mais il avançait, fidèle à lui-même, avec cette élégance stoïque que beaucoup lui reconnaissaient. Dans ses rares confidences publiques, il parlait de la littérature comme d'un dernier pays où il trouvait encore repos et résistance. « Je crois aux forces de l'esprit », répétait-il, une phrase devenue célèbre, mais qui, dans sa bouche, n'avait jamais été un slogan. C'était une conviction intime. Dans cette période, ils ne se virent plus, mais ils ne s'oublièrent jamais. Elle suivait de loin son combat contre la maladie, comme on suit la marée d'un rivage qu'on connaît par cœur. Elle ne cherchait pas à revenir. Elle respectait le mur invisible qui s'était dressé. Pourtant, chaque fois que son visage apparaissait à la télévision, fatigué mais digne, elle arrêtait tout. Elle disait: « J'avais l'impression que le monde devenait silencieux autour de lui. Je reconnaissais ce silence. » Louis, malgré la douleur et la lassitude, continuait de s'intéresser à la culture. Aux artistes qui comptaient, quelques conseillers racontèrent de bien plus tard qu'il recevait encore des notes sur les nouvelles pièces de théâtre parisiennes, dont certaines où Fanny jouait. Il n'en parlait pas. Il écoutait simplement, comme s'il suivait, à distance, la trajectoire d'une vie dont il connaissait les mouvements intérieurs. Lorsque son second mandat toucha à sa fin, il adressa au pays un discours empreint d'une immense sobriété. Fanny Ardant le regarda depuis un salon vide. Elle se souvenait de l'homme qui parlait lentement dans une petite bibliothèque, de celui qui prenait le temps d'écouter la nuance derrière chaque émotion. Elle entendait sa fatigue, mais aussi cette force intacte qui semblait ne jamais vouloir céder. Après son départ de l'Élysée, il s'effaça du monde politique comme on s'efface d'une pièce après y avoir trop longtemps vécu. Son cercle se rétrécit encore. Les visites devinrent un rituel contrôlé, la maladie gagnait du terrain. Mais il restait un homme de fidélité, et s'il ne pouvait plus lui écrire, il n'avait jamais renié ce que leur lien avait été. Quant à elle, les années qui suivirent furent à la fois fécondes et silencieuses. Elle réalisa que certaines présences ne disparaissent jamais vraiment. Elles deviennent un point fixe dans la mémoire, un repère intérieur, un souffle dans les décisions que l'on prend. Dans une interview, un journaliste lui demanda si elle regrettait quelque chose. Elle répondit simplement « Je ne regrette que les mots que je n'ai pas dits ». Il lui demanda lesquels. Elle sourit. Ce que personne n'aurait compris, ce fut probablement la phrase la plus proche d'un aveu. Lorsque François Mitterrand s'éteignit en janvier 1996, elle ne chercha pas à s'approcher de la cérémonie. Elle resta chez elle, immobile, comme si bouger risquait de briser un équilibre fragile. Elle ne pleura pas immédiatement. Le chagrin, chez elle, n'avait jamais la forme d'une explosion. Il venait plus tard, par vagues. Dans les moments où le monde se faisait trop bruyant, elle garda longtemps une photographie, non pas celle du président en exercice, mais celle de l'homme assis parmi les livres, penché sur un passage de Montaigne, une photo qu'il ne lui avait jamais donnée, qu'elle n'avait jamais commentée. Elle disait, dans cette image, il n'y a ni pouvoir ni secret. Il n'y a que sa solitude et sa lumière. Après la tempête, il restait donc deux existences parallèles, deux fidélités tues, deux silences qui se répondaient encore. Elle poursuivait sa vie, lui achevait la sienne, mais un fil demeurait, un fil qu'aucune crise n'avait réussi à rompre. Elle avait gardé le silence pendant des années, un silence choisi, parfois nécessaire, parfois douloureux, mais toujours tenu avec la rigueur de ceux qui savent que certaines vérités n'existent que lorsqu'on les murmure. Et puis, à 76 ans, Fanny Ardant a décidé de parler. Pas pour se confesser, pas pour expliquer, mais pour rétablir une nuance que le temps avait trop longtemps effacée. Elle dit d'abord une phrase très simple. « Il m'a appris à ne jamais céder à la peur ». Puis elle s'arrête, long silence, comme si elle mesurait l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait enfin à dévoiler, car ce qu'elle révèle aujourd'hui n'est pas une histoire d'amour secrète, ni un scandale enfoui. C'est quelque chose de plus intime, de plus grave, de plus discret. Elle admet, pour la première fois,
que François Mitterrand a façonné une partie d'elle-même, non par son pouvoir, mais par sa manière d'habiter le monde. Il m'a donné une forme de courage intérieur que je ne soupçonnais pas. Elle raconte qu'après leur éloignement, elle avait essayé de couper ce fil. Elle avait voulu croire que tout cela appartenait à un passé déjà refermé, mais ce n'était pas vrai. À chaque décision importante, à chaque moment où elle doutait de sa direction, une phrase lui revenait, comme un souffle discret: « Ne renonce jamais à ce qui te rend vivante ». Elle affirme aujourd'hui, ce n'était pas sa voix, c'était la trace qu'il avait laissée en moi, et c'est cela qu'elle accepte. Enfin, de reconnaître publiquement. La révélation ne porte donc pas sur un secret, mais sur une influence profonde, durable, irréversible. Elle confie aussi que, pendant longtemps, elle a refusé d'en parler par peur de réduire leur lien à une anecdote, à un récit simplifié par le public, à une histoire qu'on aurait transformée en fiction médiatique. Elle redoutait que l'on interprète mal sa loyauté, elle redoutait que l'on imagine ce qui n'avait jamais existé. Elle redoutait surtout que l'on dénature la vérité. Nous n'étions ni amants, ni confidentes absolues. Nous étions deux solitudes qui se reconnaissaient. Elle marque une pause, et cela, personne ne l'aurait compris à l'époque. Mais aujourd'hui, elle estime que le temps a fait son œuvre, que les malentendus se sont dissipés, que l'histoire a pris assez de recul pour entendre autre chose que le bruit des passions et des rumeurs. Alors elle parle, et ce qu'elle dit est d'une sobriété presque désarmante. Elle raconte un épisode qu'elle n'avait jamais évoqué. Un jour, bien après leur éloignement, elle se retrouva devant un choix professionnel difficile, un rôle complexe, sombre, que certains jugeaient trop risqué pour elle. Elle hésitait, elle craignait la caricature, le malentendu, l'échec. Et sans savoir pourquoi, une phrase de lui revint spontanément. Le courage, c'est d'aller là où l'on ne t'attend pas. Ce jour-là, elle accepta le rôle, et ce rôle changea sa carrière. Alors oui, aujourd'hui, elle l'admet. Il m'a donné une forme de permission intérieure, pas une permission d'agir, mais une permission d'être. Elle parle aussi de la solitude du pouvoir, une solitude qu'elle avait compris grâce à lui. On croit que le pouvoir entoure, mais il isole. Ce n'est pas l'autorité qui pèse le plus, c'est l'absence de tendresse autour. Elle dit qu'elle a compris tard qu'il l'avait laissé approcher non pas parce qu'il voulait être admiré, mais parce qu'il avait reconnu en elle une transparence rare. Je n'avais rien à lui demander, il n'avait rien à me promettre. Nous pouvions rester vrais. Un autre silence, plus longue. Puis elle prononce la phrase que personne n'attendait, celle qui, d'une certaine manière, donne son sens à toute cette mise à nu tardive. Je lui dois encore ma capacité à ne pas trahir ce que je suis. Cette phrase, elle ne l'avait jamais dite à personne. Elle explique que ce n'est pas un hommage, ni un remerciement. C'est une reconnaissance, une forme de vérité intime. Enfin assumée, elle ajoute: parler aujourd'hui, ce n'est pas revenir en arrière. C'est accepter que certaines empreintes ne s'effacent jamais. Elle dit cela sans émotion apparente, mais sa voix tremble légèrement, presque imperceptiblement, comme si l'aveu avait demandé une force qu'elle ne possédait plus autrefois. On lui demande alors pourquoi elle choisit de le dire maintenant. Elle hausse les épaules, puis murmure: « À mon âge, on ne craint plus d'être mal comprise. On craint seulement de ne pas transmettre ce qui compte. » Et dans cette phrase se trouve toute la révélation. Elle ne parle pas pour ressusciter un passé. Elle parle pour nommer un héritage silencieux. Un héritage qui continue de tenir debout une femme qui, toute sa vie, a refusé les récits faciles et les émotions exhibées. Un héritage qui, enfin, trouve ses mots. Il y a des histoires que l'on croyait closes et qui, soudain, reprennent vie non pas pour être rejouées, mais pour être comprises. À 66 ans, Fanny Ardant semble avoir atteint ce moment précis où le passé cesse d'être une blessure ou un secret, pour devenir un paysage intérieur que l'on traverse sans peur. Elle ne cherche pas à réécrire quoi que ce soit, ni à redéfinir son lien avec François Mitterrand. Elle cherche seulement à nommer ce qui demeure. Dans les entretiens récents, elle parle lentement, presque avec douceur. Elle dit qu'elle a appris, au fil des années, que la mémoire n'est pas une obligation. On peut laisser les choses partir, mais certaines ne partent pas, murmure-t-elle. Ce n'est pas une confession, ni un adieu. C'est un constat d'une simplicité presque dérangeante. Il existe des êtres dont l'influence survit à l'absence, dont la présence continue d'habiter nos gestes, nos choix, nos respirations. Après toutes ces années, elle ne cherche plus à se protéger derrière le mystère. Elle ne cherche pas non plus à romancer leur histoire. Elle dit ce qu'elle a à dire, sans forcer les images, sans en créer de nouvelles. Elle parle de ce qu'elle a reçu et de ce qu'elle a gardé. La France a depuis longtemps intégré Mitterrand dans le grand récit national. On évoque son intelligence politique, ses zones d'ombre, ses victoires, ses secrets. On analyse son héritage, on décortique ses décisions. Mais ce que raconte Fanny Ardant, ce n'est pas le président, c'est l'homme, celui qui lisait dans le silence, qui écrivait des lettres comme on envoie des éclats de pensée, qui écoutait les doutes avec plus d'attention qu'on ne l'aurait imaginé.
Elle dit aujourd'hui qu'elle lui doit une forme de verticalité intérieure, une manière d'avancer sans chercher l'approbation. Il m'a appris que la solitude n'est pas une faiblesse, confie-t-elle, et cette phrase contient peut-être toute la vérité de ce qu'ils ont partagé. Deux êtres profondément solitaires, mais qui, un temps, ont pu marcher côte à côte. Elle reconnaît aussi qu'elle a longtemps eu peur d'être incomprise. J'avais peur qu'on réduise cela à une histoire de cœur ou de pouvoir. Elle marque une pause, mais tout était plus subtil et plus simple, car il ne s'agit ni d'un roman, ni d'une passion clandestine, ni d'un secret à révéler. Il s'agit d'une rencontre qui a déplacé une existence, un déplacement discret, mais décisif. Elle dit, il y a des êtres qui vous donnent un axe. Il fut l'un de ceux-là. Aujourd'hui, elle parle sans chercher la dramaturgie. Elle raconte les traces, pas les événements. Elle décrit ce qui reste, pas ce qui fut. Et peut-être est-ce que cela, le véritable épilogue. Accepter qu'une histoire ne se mesure pas à son intensité visible, mais à l'empreinte qu'elle laisse dans la durée. On lui demande si elle pense encore à lui. Elle sourit. Pas un sourire triste, plutôt un sourire qui affirme sans avouer « On ne pense pas aux personnes qui vous ont façonné. Elles sont là, simplement. » Elle raconte qu'il lui arrive, certains soirs, de relire Montaigne. Pas pour se souvenir de lui, mais pour retrouver un rythme, une exigence, une lucidité qu'elle associe instinctivement à sa présence. Elle dit que ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la continuité. La vie l'a menée vers d'autres projets, d'autres rôles, d'autres passions. Elle a réalisé des films, dirigé des acteurs, choisi des chemins inattendus, mais l'ombre de cette rencontre, douce et ferme à la fois, demeure comme une note tenue au piano, presque imperceptible pour l'oreille distraite, mais essentielle pour ceux qui savent écouter. Elle dit « J'ai parlé parce que le temps, lui aussi, a besoin de vérité. » Et cette phrase semble clore quelque chose en elle. Non pas leur histoire, mais l'obligation de la terre, l'épilogue. Au fond, n'est pas une fin, c'est un repos, un moment où l'on accepte que ce qui a compté continue de compter, sans bruit, sans justification. Elle se lève, marche vers une table. Il n'y a rien d'ostentatoire dans ses gestes. Elle prend une photographie, une image presque effacée, aux bords usés, qu'elle garde depuis des décennies. Elle ne dit pas de qui elle vient, ni dans quelles circonstances elle l'a reçue. Elle dit seulement « Certaines images contiennent tout ce qu'on ne peut pas dire ». Elle repose la photo, légèrement, comme si elle déposait un fragment de vie qu'elle n'a plus besoin de protéger. Et sur la table, il reste une photo. Le temps. Louis ne dit plus rien.